Dans une banlieue tranquille d'Auckland, en Nouvelle-Zélande, un scénario cauchemardesque s'est déroulé pour 3 familles distinctes impliquées dans un triangle amoureux. Dans ce cas, il n'y avait pas de gagnant, seulement des victimes et des regrets. Les rencontres en ligne peuvent être un moyen excitant de rencontrer de nouvelles personnes, de nouer des liens et même d'offrir une seconde chance à l'amour. Mais que se passe-t-il lorsque nos attentes ne correspondent pas là à la réalité que nous rencontrons ? Alors que la plupart peuvent simplement s'éloigner, d'autres, qui abritent une obscurité en eux, peuvent se retrouver aspirés dans une spirale descendante. C'est le cas d'un triangle amoureux qui a terriblement mal tourné. Le vendredi 23 août 2013 semblait être une journée ordinaire pour Kelsey Waite, une jeune fille de 18 ans vivant avec sa mère à Papakura. Elle passe souvent les week-ends avec son père, Trevor White, ses parents étant divorcés. Il la contacte généralement par message texte, mais elle a trouvé étrange qu'il n'ait pas répondu à ses messages toute la journée. Samedi soir, Kelsey est allée à une fête et a déposé ses vêtements pour le week-end à la porte d'entrée de la maison de son père. Elle a noté que les lumières de leur maison s'étaient éteintes plus tôt que d'habitude. À 11h30 du soir, Kelsey est rentrée chez son père et a remarqué une voiture garée à côté de celle de son père qu'elle ne reconnaissait pas. En entrant dans la maison, elle l'a trouvée sombre et étrangement silencieuse. Elle a allumé les lumières et a remarqué une bouteille de vin vide et 2 verres à vin utilisés sur le comptoir de la cuisine. Elle s'est couchée peu après. Le lendemain matin, après avoir terminé sa routine matinale et pris un petit déjeuner fait maison, elle a remarqué l'absence de son père. C'était inhabituel, car il se levait généralement tôt et était toujours debout avant elle. Elle a regardé par la fenêtre de sa chambre et a remarqué que la porte vitrée de sa chambre était cassée. Elle eut soudain un terrible pressentiment inexplicable au fond de son cœur. Inquiète, elle est allée dans sa chambre. Elle remarque du verre brisé partout sur le sol et entre prudemment dans la chambre sombre pour allumer l'interrupteur de la lumière. À ce moment précis, il semblait que son monde s'était renversé. Le temps s'est figé lorsqu'elle a vu une scène qui resterait à jamais gravée dans sa mémoire. Elle a vu son père étendu sur le lit, sa poitrine et son visage couvert de sang qui avait trempé les draps du lit. Sur le lit se trouvait également une femme ensanglantée, allongée à côté de lui, ayant saigné de manière similaire. Elle a immédiatement appelé la police. C'est la police. L'appel a été passé à 11h20 du matin. La police et les services médicaux sont arrivés rapidement sur place. Les 2 victimes ont été déclarées mortes sur les lieux et une enquête pour homicide a été lancée. Les victimes ont été identifiées comme Glenys Mary Stanton, 47 ans, et le père de Kelsey, Trevor Hammond Waite, 51 ans, chacun criblé de blessures par balles mortelles au cou et à la poitrine. La nature des blessures suggère que plusieurs ont été infligées après la mort, ce qui laisse supposer qu'il s'agit probablement d'un crime passionnel. Malgré la violence, rien n'a été volé et la maison est restée dans un état étrangement ordinaire. En reconstituant la scène du crime, il semble que pendant que les victimes dormaient, le coupable a fermé le mécanisme de verrouillage de la porte en verre trempée de la chambre 7 fois, brisant le verre dans le processus. Le coupable a alors tendu la main, déverrouillé et ouvert la porte. Après être entrés dans la chambre, ils ont tiré plusieurs fois sur leur victime, touchant aussi le mur au-dessus et le cadre du lit. Un total de 29 coups d'une arme de calibre 22 a été déchargé à l'intérieur de la chambre. Après cela, le tireur a quitté la maison de la même manière qu'il est entré et n'a pas mis les pieds dans une autre partie de la maison. Il semble que les meurtres aient eu lieu quelque temps après 21h09, car c'était le dernier texte envoyé depuis le téléphone portable de Glenys Stanton. Les enquêteurs n'ont pas pu identifier de manière concluante l'itinéraire de l'agresseur vers et depuis la propriété, mais ont conclu qu'il devait être arrivé et reparti à pied. Les détectives ont commencé l'enquête et l'examen des messages récents du téléphone de Glenys et d'un profil de rencontre en ligne qu'elle avait a laissé des indices sur leur principal suspect. La victime, Glenys Mary Stanton, était une mère de 2 enfants de 47 ans et aussi une récente grand-mère. Sa vie a été marquée par la résilience et l'aventure. Elle était la plus jeune de 3 enfants et a perdu sa mère à cause du cancer alors qu'elle n'avait que 15 ans. Pour Glenys, Auckland était sa maison et l'endroit où elle a grandi. Les amis décrivaient Kodo Glenys comme étant dans une très bonne phase de sa vie au moment de sa mort.
Elle avait l'air mieux et plus heureuse qu'elle ne l'avait été depuis longtemps. « Je suis juste sous le choc maintenant », a déclaré un ami. Passionnée d'automobile, Glenys avait couru des demi-marathons et avait récemment terminé la traversée de Tongariro. Malgré son mode de vie actif, elle est restée proche de sa famille et ils étaient très unis. Elle était la divorcée qui profitait au maximum de la vie. Glenys aimait la vie. Elle a voyagé en Europe en 2005 et quand elle est revenue en Nouvelle-Zélande, elle a acheté un café à Paia. Malheureusement, l'entreprise a échoué et a dû fermer. Elle est retournée à Auckland pour recommencer en 2006. Elle a travaillé dans divers emplois. Glenys a été décrite comme ayant un tempérament calme et la capacité de voir le bon côté de toute situation. Elle a été décrite par ses amis et collègues comme étant serviable, sincère et ayant un sourire mémorable. Elle avait récemment poursuivi son rêve d'enfance de devenir hôtesse de l'air international et elle était devenue l'une d'entre elles pour Air New Zealand plusieurs mois avant son meurtre. Voler sur les vols long courriers était un rêve, car cela offrait l'aventure de découvrir de nouveaux lieux et de nouvelles personnes. À peu près au même moment, elle voulait rencontrer d'autres personnes, alors elle a commencé à essayer les rencontres en ligne. Dans son profil de rencontre en ligne, elle se décrivait comme, je cite, « jeune de cœur et aimant rester en forme et se mettre au défi ». Trevor Wyatt, un divorcé, était un gestionnaire d'assurance de 51 ans qui avait un emploi stable et aimait passer du temps avec ses enfants et s'adonner à des activités de plein air. Il avait rencontré Glenys via un groupe de rencontres à Auckland en mars 2013. Ils se fréquentaient de façon informelle jusqu'au départ de Trevor en vacances à l'étranger. Pendant ce temps, Glenys avait également établi un lien avec John Mowat via findsomeone.co.nz. Mowat était aussi un divorcé d'Avison. Au début, leur relation était excellente. Ils étaient tous les deux heureux. Glenys disait même à ses amis qu'elle voulait épouser John. Cependant, avec le temps, ses sentiments se sont estompés et Glenys a décidé d'arrêter. Apparemment, elle était submergée par le besoin constant d'attention de John Mowat. Début août 2013, elle a dit à John Mowat qu'elle voulait mettre fin à leur relation exclusive et a clairement indiqué qu'elle voulait voir d'autres personnes. Mais Mowat a continué à lui envoyer des messages disant qu'il l'aimait et qu'il ferait tout pour que leur relation fonctionne. À cette époque, elle a commencé à revoir Trevor qui était maintenant de retour en ville. Ils semblaient tous les deux très compatibles et aimaient passer du temps ensemble sur des centres d'intérêt communs, tels que la randonnée et le cyclisme. Le 15 août, Mowat a dit à son fils de 20 ans « Il était, je cite, à un autre point de crise. Il a dit que sa relation était brisée et que ses émotions étaient à blâmer. Il a dit que son temps avec Glenys était parmi les meilleurs moments de sa vie, mais qu'il s'en remettrait. » Le lendemain, Mowat a parlé à sa fille de 16 ans de la rupture, Glenys voulait plus d'indépendance et, je cite, « continuer à sortir avec ses autres amis masculins. » Selon sa fille, il se tournait vers Dieu pour remettre de l'ordre dans sa vie. Le lendemain, pendant une randonnée, Mowat s'est confié à un randonneur qu'il a rencontré. Il a dit qu'il était suicidaire mais qu'il allait, je cite, « rester pour le bien de ses enfants ». L'homme lui a suggéré d'assister à un groupe de soutien auquel Mowat a promis d'aller. Quelques jours après, Mowat a acheté un livre sur la gestion des sautes d'humeur. Il a avoué à sa mère qu'il allait tout terminer selon ses propres mots. Sa mère le décrira plus tard comme, je cite, « un fil tendu sur le point de se rompre ». Elle a dit qu'il avait maigri et il lui a confié ses insomnies. Elle lui a conseillé de voir un médecin. John Mowat était clairement un homme tourmenté, souffrant de l'intérieur, luttant contre ses démons intérieurs et ses pensées. Il avait également été récemment licencié et luttait depuis 2 ans pour se remettre de son divorce. Son temps avec Glenys a peut-être été le souffle d'air frais dont il avait si désespérément besoin. Le calme avant la tempête, le 19 août 2013, Glenys et John ont dîné ensemble et ont passé la nuit chez elle. Il lui a envoyé un message disant que la nuit était très spéciale pour lui. Mais le lendemain, Moab était de nouveau triste. Cameron, un constructeur à temps partiel qui aidait aux rénovations de sa maison, a révélé plus tard que Mowat était vraiment déprimé, émotionnel et pleurait. Le 22 août, Glenys est rentrée chez elle pour trouver Mowat qui l'attendait. Elle l'a invité à entrer pour discuter, mais lui a vite demandé de partir car elle avait un vol tôt le lendemain. Chez elle, Mowat a aperçu des préservatifs dans le sac de Glenys.
Sur le chemin du retour, il s'est arrêté chez une femme qu'il avait déjà fréquentée en 2012, mais elle n'était pas chez elle. Son colocataire qui lui a ouvert a décrit Mowat comme étant bouleversé. Le 23e août, le lendemain, le jour des meurtres, Mowat a raconté à ses amis, à sa fille et à sa propriétaire les préservatifs qu'il avait trouvés dans le sac de Glensa. Il était joyeux, fragile, et pouvait à peine se tenir debout, mais semblait, je cite, résigné au fait que Glenys ne voulait plus être sa petite amie exclusive. À 5 heures de l'après-midi le même jour, Mowat a de nouveau parlé à Cameron le constructeur et lui a dit que Glenys l'avait invité à dîner chez elle. Cependant, il n'y a aucune preuve d'un tel appel ou message enregistré. Glenys et Mowat ont échangé des services de messages courts ce jour-là, mais sans aucune invitation ou intention de se rencontrer. Nuit du crime. Cette nuit-là, Mowat a méticuleusement planifié ses actions. Il a délibérément laissé son portable chez lui, sûrement pour ne pas être pisté. Il s'est ensuite rendu à la maison de Trevor, armé d'une arme à feu semi-automatique de calibre 22. Après son attaque violente, Mowat est rentré chez lui. Le lendemain matin, sa logeuse l'a vu et l'a décrit comme étant inhabituellement silencieux. La chasse à l'homme, dans les jours suivant les meurtres, la police a essayé de contacter Mowat, mais en vain. Mardi 27 août. Pour entrer en contact avec Mowat, la police a contacté l'un des amis de Mowat, également appelé John. John a tenté de joindre Mowat sur son portable à plusieurs reprises, en vain. Mowat a finalement rappelé à 10h du soir, lui a informé qu'il portait des armes à feu, était au nord d'Auckland et était parti dans la brousse. John lui a dit que beaucoup de gens le cherchaient, y compris la police. Mowat a répondu « Tu sais sûrement pourquoi ». Cette nuit-là, Mowat a aussi contacté sa fille, qui s'était inquiétée pour lui dans plusieurs messages envoyés auparavant. Il a finalement répondu « Pas bien, chérie », avec un emoji de visage triste. 20 minutes après avoir parlé à John, il a aussi contacté son fils, qui avait tenté de le joindre à maintes reprises durant la journée. Il lui a dit qu'il était, je cite, enfermé dans une forêt, dans un endroit sombre émotionnellement, et qu'il avait été seul pendant les 2 dernières années, ce qui l'a amené à prendre de très mauvaises décisions. Son fils lui a demandé ce qui s'était passé avec Glenys. Mowat a dit, je cite, des trucs foirés, sombres et foirés. Il a ensuite dit à son fils de veiller sur sa sœur et a raccroché. Pendant ce temps, la police a pu trianguler sa position. Son véhicule a été identifié en montant la forêt de Woodhill et laissé sur le parking. Les squads des délinquants armés, ou Armed Offenders Squad, un groupe de tactiques spéciales, et un hélicoptère Eagle ont été déployés par la police. Ils devaient localiser Mowat rapidement, étant considéré comme armé et dangereux. L'équipage de l'Eagle a utilisé l'infrarouge pour détecter sa chaleur et le localiser vers 23h25. En 20 minutes, les squads des délinquants armés l'avaient localisé. Le plan était de le contenir dans une zone pour qu'un négociateur de crise professionnelle puisse le contacter par téléphone. Il semblait qu'ils n'étaient pas conscients de leur proximité, car ils se sont approchés à moins de 100 mètres ou 109 yards de lui. Vers minuit, ils ont entendu un coup de feu. En s'approchant, ils ont découvert son corps avec une blessure par balle à la tête, un fusil à ses côtés. Mowat s'était ôté la vie. Dualité de la nature humaine. Il faut noter que les conséquences dévastatrices des problèmes de santé mentale non contrôlés ont probablement été la cause d'une telle tragédie. John Mowat manquait de contrôle sur ses émotions et blâmait les autres pour son malheur. Sa jalousie et ses émotions négatives ont pris le dessus, menant à une tragédie touchant plusieurs familles suite à une mauvaise décision. En ce qui concerne les difficultés auxquelles il a été confronté, eh bien, Glenys a également rencontré des difficultés dans sa vie. Perdant sa mère à cause du cancer à l'âge impressionnable de 15 ans, traversant une entreprise commerciale ratée, et plus encore, son regard positif sur la vie lui a permis de rebondir et de suivre ses rêves pour devenir hôtesse de l'air à l'âge de 47 ans. Ce sont 2 résultats de vie contrastés de personnes qui souffrent, mais qui l'ont géré de manière très différente. Peut-être que la leçon à retenir n'est pas d'éviter les difficultés, mais d'apprendre à les aborder de manière positive. Il y a de la lumière au bout du tunnel, mais nous devons être prêts à faire l'effort. Dans le sillage de cette tragédie, les familles de Trevor Wyatt et Glenna Stanton, malgré leur propre chagrin, ont montré une immense empathie pour les enfants de Mowat. Un des membres de la famille a dit, je cite, « Nos cœurs vont vers ces enfants. Ils sont innocents dans tout cela et doivent faire face à une perte énorme.
Si ce cas vous a intrigué, consultez un autre cas de Left Triangle sur notre chaîne. N'oubliez pas d'aimer, partager et vous abonner pour nous aider à mettre en lumière plus de ces histoires. À la prochaine fois.